nous accueille encore une fois. Nous sommes tout heureux, bien sûr, de vous faire toujours plonger dans la vie et dans la carrière des légendes du foot au Togo. Aujourd'hui, nous prenons bien sûr le temps et le loisir de pouvoir vous présenter monsieur également très connu dans le football africain, également togolais, Jonas Kokou Komla. Et bien sûr, il nous fait l'honneur de nous accorder cette interview exclusive sur votre chaîne. Coach Jonas, bonjour et merci de répondre à notre invitation. Bonjour Angelo, le plaisir est partagé. Comportez-vous? Très bien. Alors, pour avoir emmené, sinon permis à l'équipe nationale du Mali U17 être champion d'Afrique en 2017, coach, vous gardez sûrement de bons souvenirs. Ah oui, c'est un bon souvenir. Remporter une Coupe d'Afrique, c'est pas donné à n'importe qui. Surtout que je revenais derrière une génération qui avait déjà remporté la Coupe d'Afrique en 2015 au Niger. Donc, je suis parti avec la Coupe dans l'avion et je suis revenu avec la Coupe au Mali. Donc, c'était pas facile. Surtout, il y avait cette pression qui était là. Surtout que dans mes objectifs, les contrats qu'on m'avait assignés, c'était de me qualifier d'abord pour la CAN. Ensuite, me qualifier pour la Coupe du Monde. Pour la Coupe du Monde, ça veut dire qu'il faut aller en demi-finale. Et ensuite remporter la Coupe d'Afrique. Donc il y avait cette pression qui était là. Il fallait transformer cette pression en positif pour nous permettre de travailler. Et les jeunes l'ont fait. J'ai hérité vraiment d'une super génération de joueurs qui aujourd'hui, vraiment, la plupart sont professionnels et la plupart aujourd'hui jouent avec la sélection A du Mali. Donc je suis très fier de ces jeunes-là. Mais la seule chose qui a un peu perturbé notre préparation, c'était que quand on partait à la CAN, le Mali était suspendu par la FIFA. Donc la suspension a été levée 2 jours avant notre départ pour la Coupe d'Afrique. Donc ce qui fait que notre préparation a été perturbée, on n'a pas pu se préparer. Donc on était obligé d'aller faire 20 jours au Gabon, là-bas à Libreville, sur place, se préparer et aborder la compétition. Dieu faisant, vraiment, on a bien abordé cette compétition parce que le premier match, on a fait un match nul contre la Tanzanie 0-0, je me rappelle. Et ensuite, on a enchaîné par des victoires jusqu'en finale contre le Ghana qu'on a gagné 1-0. Et on a ramené la Coupe au Mali. Et puis, je pense dans les annales de la CAF jusqu'à aujourd'hui, le Mali est le seul pays qui a remporté 2 fois de suite la CAN U17. Donc, jusqu'à présent, donc aucun autre pays ne l'a fait. Donc, je pense que c'est une fierté. Et votre nom reste également dans l'histoire. Ah oui, ça c'est obligé, c'est une obligation. Donc, parce que c'est l'histoire. Or, l'histoire s'écrit une seule fois. Exact. On l'a fait, les jeunes l'ont fait. Et surtout qu'après le premier match contre la Tanzanie, je me rappelle, quand on a quitté le stade pour l'hôtel, quand on est arrivé à l'hôtel, les jeunes se sont réunis. Eux-mêmes, ils se sont réunis entre eux. Ils ont parlé, ils sont venus me dire, coach, on va remporter cette coupe. Ils sont venus me dire ça. Ils m'ont dit, vous, faites votre boulot. Nous, le reste, on sait ce qu'on va faire. Donc, quand il y a des jeunes comme ça, il y a des joueurs comme ça qui sont conscients, qui savent ce qu'ils doivent faire, qui connaissent leurs devoirs. Donc, le reste, c'est très facile. Je suis très fier de ces jeunes-là. Et nous aussi, en tant que Togolais, nous sommes fiers en tout cas d'avoir eu ce triomphe, bien sûr, avec la sélection du Mali. Justement, parlant de triomphe, aucune victoire ne se construit par hasard. Il y a eu une organisation derrière, n'est-ce pas? Oui, il y a une organisation derrière parce que avant de prendre cette sélection U17 du Mali, j'étais au Burkina avec l'équipe de Salitas. Donc c'est au Burkina qu'on m'a appelé pour venir prendre cette sélection. Donc c'était une année en avance. Donc je suis venu, on a commencé le boulot. C'était dans l'ancienne formule où c'était pas une question de zone comme maintenant, chaque zone joue entre eux. C'était une question que tu pouvais jouer contre l'Afrique du Sud, tu peux jouer contre n'importe quel pays. Donc notre premier match c'était contre le Tchad. Donc on a joué contre le Tchad. Le match allait à N'Djamena, on a gagné 10-0 à N'Djamena. Donc le match retour, ils ne sont pas venus, ils ont signé forfait. Donc le deuxième match, on a joué contre l'Éthiopie. Donc l'Éthiopie, c'était le premier match officiel qu'on a joué à Bamako. Depuis qu'on avait commencé la préparation, en une année, on avait fait des matchs amicaux, des tournois partout, au Qatar, au Japon, qu'on a remporté tous les matchs qu'on a joués, que ce soit les matchs amicaux, que ce soit les matchs officiels, que ce soit les tournois, on a tout remporté. Donc, contre l'Éthiopie, c'était le premier match à Bamako. Devant le public.
Depuis une année de préparation. Wow. Donc il y avait cette pression, les jeunes étaient un peu crispés, c'était pas facile. La première mi-temps, on a fait 0-0, donc il y a eu trop de bruit, les gens. Mais la deuxième mi-temps, on a gagné 2-0. Donc je me rappelle quand on a gagné 2-0, le lendemain, on m'a convoqué à la fédération. On m'a dit non, c'est pas bon, 2-0 contre l'Éthiopie, tu vas le jouer en altitude là-bas, ils vont te massacrer, ils vont te battre, tout. Donc il y a eu cette pression, tout. J'ai dit, moi je sais pourquoi on va en Éthiopie, on va se qualifier. Donc on est parti en Éthiopie, on a commencé le match, on a mis un but, on a mis un deuxième but, et après ils ont mis un but. Donc on s'est qualifié. Donc après la qualification en Éthiopie, on est parti jouer un tournoi amical au Qatar qu'on a remporté. Il y avait le Mali, le Qatar et puis la Corée qu'on a remporté. Et ensuite on a continué la préparation jusqu'à la phase finale. Mais cette préparation, quand j'ai pris cette équipe, ça a été une préparation qu'on a fait de telle sorte que j'ai eu le temps de convoquer d'abord au niveau des centres de formation. Donc j'avais deux groupes, j'avais conçu deux groupes, il y avait un groupe A, il y avait un groupe B. Donc chaque fois quand je faisais un programme avec le groupe A, c'était la même chose avec l'autre groupe aussi. Donc celui qui est bon ici, je le mets là, celui qui n'est pas bon ici, je l'enlève, donc ainsi de suite. Intéressant. Voilà, surtout comme il y avait des trucs de test IRM aussi, Oui. donc j'ai essayé d'élargir le groupe jusqu'à 50, 25. Wow. Pour être prudent. Exact. Voilà, donc on a commencé comme ça la préparation. Ensuite, on a commencé les matchs amicaux sur le plan local. Donc, on a commencé par les centres de formation. Quand je joue contre toi et que je vois un bon joueur qui est bon là-bas, je l'amène. Celui qui n'est pas bon ici, je le fais sortir, ainsi de suite. Après les centres de formation, c'était les deuxièmes divisions. C'était la même chose. Après les deuxièmes divisions, c'était les premières divisions. Jusqu'à ce que j'ai eu un noyau. Et après, on est parti faire les tests IRM. Dieu merci, les tests IRM sur le premier groupe, le groupe A, sur les 30 qu'on a amenés, il y a eu tous les 30 qui ont passé. Donc, après, on a fait la préparation, c'était bon. Surtout au Mali, vraiment, au niveau de la préparation, il y a des bons cadres de préparation, on vous met dans de bonnes conditions de travail, donc le reste a suivi. Ça a suivi. Et ça a suivi pour aller à la Coupe du Monde des moins de 17 ans. Là aussi, c'était un autre challenge. Oui. Quand on a remporté la Coupe d'Afrique la nuit, je me rappelle très bien, parce que le bureau qui était là en ce moment, donc c'est un bureau qui était en sursis, parce qu'il venait d'être, la suspension venait d'être levée, je me rappelle. Il y a l'ancien vice-président qui a été le président de la fédération, qui est actuellement en prison, je ne sais pas si vous... Oui, voilà. On en info. Voilà, donc il est venu dans ma chambre, il m'a dit, coach, merci pour tout ce que vous avez fait. Vous avez sauvé nos têtes. J'ai dit, président, d'abord c'est nous, parce que si on remporte cette Coupe d'Afrique, d'abord c'est nous, notre histoire. Donc, ensuite, ils nous ont dit, bon, maintenant, comme il y a les Jeux de la francophonie à Abidjan, Oui. en 2017, qui est réservé au U23, donc comme vous allez à la Coupe du Monde, au lieu qu'on envoie l'équipe Espoir, vous allez participer à cette tournoi à Abidjan. Oui, sous forme de rodage, de rodage. et tout. Donc c'est comme ça on était à Abidjan en 2017 lors des Jeux de la francophonie. On était à l'INGS de Marcory, c'est là-bas où j'ai eu l'occasion de connaître Aristide Covidien. Très bien, Voilà. le confrère est directeur Voilà. de la Donc communication de RTL. on a joué, je me rappelle d'un match, la demi-finale qu'on a joué contre la Côte d'Ivoire. Le jour-là, ça a été un match très très houleux. Jusqu'à un moment donné, le match s'est arrêté. Il y a eu une bagarre, le match s'est arrêté. On a marqué un but, ils ont refusé, donc le match s'est arrêté. Le jour-là, ils ont gagné 2 buts à 1. Oui. Donc après, match de classement, on a battu la RD Congo 3-0. Vous terminez troisième. Troisième. Donc des 17 ans qui ont été troisième d'une catégorie de U23. Ouais. Donc après, on est parti à la Coupe du Monde. Donc, avant d'aller à la Coupe du Monde, on a fait 2 semaines aux Émirats Arabes Unis, D'accord. où on a fait 2 matchs amicaux. On a joué contre les États-Unis qu'on a battu 2-0. Et ensuite, on a battu l'équipe des Émirats Arabes Unis 5-0. Donc après, on est parti à la Coupe du Monde. Donc le premier match était contre l'Uruguay, Oui. qu'on a perdu 2-1. Donc après ce match contre l'Uruguay qu'on a perdu, on n'a pas perdu de match jusqu'en demi-finale contre l'Espagne 2 buts à 1. Contre l'Espagne, le jour-là, on a marqué un but. Malheureusement, comme il n'y avait pas la barre, le ballon a tapé la barre transversale. Oui. C'est tombé derrière, Il y avait mais la ligne. voilà. Mais ce n'est pas validé. C'est pas validé parce qu'il n'y avait pas la VAR. Mais le lendemain à l'hôtel, l'arbitre m'a dit, coach, je m'excuse,
parce qu'il n'y avait pas la VAR, mais le but est rentré. Mais comme il n'y a pas la VAR, je suis désolé. Donc vraiment, ça a été une très belle campagne où on a joué contre la Nouvelle-Zélande, on a joué contre l'Arabie Saoudite, des grandes nations de football, où on a gagné les jeunes, vraiment, c'était très bien. Et on a terminé la Coupe du Monde 4e derrière le Brésil. Le Brésil nous a battus en match de classement. Donc l'Angleterre a été premier, l'Espagne deuxième, le Brésil troisième, nous on a été quatrième. Et on a eu le trophée de deuxième meilleur buteur de la Coupe du Monde, qui est parti après au CSKA Moscou. Oui. Donc ce qui est bien chez ces jeunes-là, après cette Coupe du Monde, pratiquement sur les 11 joueurs, il y a eu 10 qui sont partis. Il y a eu 10 qui sont partis. Et sur les 10 qui sont partis, il y a eu 7 ou bien 8 qui ont été convoqués lors du prochain regroupement de l'équipe nationale A. Donc, ce qui fait que c'est déjà une fierté. Quand tu vois des joueurs qui sont convoqués comme ça à l'étape supérieure, donc c'est une fierté. Et puis ces jeunes qui partent aussi à l'extérieur. Donc aujourd'hui, je suis très content. Parmi tous ces jeunes aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y a un qui est au Mali. Oui. Il y a des jeunes qui sont en train de jouer dans les grands clubs. Il y a un de mes attaquants, même El Bilal Touré, qui a joué à Atalanta Bergame, après qui est parti en Allemagne. Bon, j'ai eu cette chance aussi d'avoir, on dit généralement dans notre langage, les tabouches. C'est des Maliens, Ivoiriano-Maliens qui sont nés en Côte d'Ivoire, qui sont venus jouer parce que ça, c'est du fait de Jamar Guillou, comme il s'est implanté au Mali. Donc, il a donné cette opportunité aux jeunes de choisir le pays qu'ils veulent. Exactement. Donc j'ai eu cette chance d'avoir ces jeunes-là. Donc il y avait El Bilal Touré, il y avait Cheikh Doucouré, donc des jeunes qui sont pétris de talent. Pour continuer à parler justement de votre carrière, est-ce qu'à un moment donné, dans votre parcours, vous aviez noté quelque part dans vos calepins, je dois coacher une sélection nationale? Mais vous savez, Angelo, bizarrement, non, c'est vrai, c'est une belle question. Je peux dire qu'au Mali, parce que je suis togolais parce que le papa est togolais, de Palimetou, tout. C'est la maman qui est malienne. Je suis né au Mali. Je peux dire que j'ai été le seul entraîneur au Mali et le plus jeune entraîneur au Mali qui a travaillé en dehors de l'Afrique. Jusqu'à preuve de contraire, j'ai été le seul entraîneur au Mali, peut-être au Togo aussi, qui a travaillé aux Émirats Arabes Unis, qui a entraîné un certain David Trezeguet avec Bania Sports Club. En ce moment, Diego Maradona, paix à son nom, faisait ses débuts aux Émirats. En ce moment, Cannavaro, qui est l'entraîneur de l'Ouzbékistan, jouait à Al Hilal de Dubaï. Donc, c'était en 2009. Donc, pour revenir à ta question, peut-être que c'est dans mon destin, parce que déjà en 2006, j'ai été sélectionneur adjoint de l'équipe nationale du Niger, du MENA, avec Tianile Bana. Donc, ça, beaucoup ne le savent pas. Voilà, j'ai été son adjoint au Niger, avec les MENA, quand on a participé aux éliminatoires de Ghana 2008. Oui. On était dans la même poule que le Nigeria, Mozambique, Botswana et puis le quatrième pays, je ne me rappelle pas. Donc en ce moment j'étais jeune, donc j'ai eu cette chance-là. Je peux dire que le métier d'entraîneur c'est dans mon destin. C'est dans mon destin, mais le papa ne voulait pas que je sois entraîneur. Parce qu'il me disait, chaque fois il me disait que j'étais mis à l'école, tu es parti à l'école, tu as eu tes diplômes, je veux que tu sois dans un bureau, mais toi tu veux être entraîneur de football. Donc il y a un de ses amis qui lui a dit non, peut-être c'est dans le destin de ton fils, donc il faut l'accompagner. Donc je me rappelle de mon papa, c'est quand je suis parti aux Émirats Arabes Unis. Je me rappelle quand il est tombé malade, il était au Togo ici. Quand je suis revenu lors des vacances à Palimé, c'est en ce moment il a commencé à aimer ce métier d'entraîneur que j'ai fait. Donc, je peux dire que peut-être c'était écrit dans mon destin que j'allais être sélectionneur. Voilà. Parlons de sélection toujours. Vous avez entre-temps également fait un crochet du côté du Djibouti pour prendre la sélection nationale féminine. Mon deuxième pays. Ça doit être également une curiosité pour nous, on veut comprendre. Oui. Bon, vous savez, Djibouti, moi-même, ce n'était pas dans mes plans, dans mon planning. Quand je suis revenu, on est revenu de la Coupe du Monde avec les U17 du Mali. Donc j'étais à la maison un jour à Bamako. Donc il y a le secrétaire général de la Fédération malienne de football qui m'a appelé. Il m'a dit, coach, bon, il y a le président de la Fédération djiboutienne de football, Hassan Souleymane Ouaberi, qui était le vice-président de la CAF, maintenant qui est au niveau du conseil de la FIFA, qui t'a vu lors de la CAN au Gabon. Ton équipe l'a impressionné. Vraiment, il est impressionné par ta manière de travailler. Il veut que tu viennes chez lui
Parce qu'en ce moment, Djibouti ils avaient suspendu l'équipe nationale A, ils voulaient reconstruire. Donc, il veut que tu viennes chez lui prendre les U20 pour préparer la relève parce qu'ils n'ont plus d'équipe A. Bon, au départ, je n'étais pas trop chaud parce que bon, je me suis dit que Djibouti, c'est trop loin, c'est sur l'autre côté de l'Afrique là-bas. Donc, ensuite, bon, après, lui-même, il m'a appelé, on a échangé, tout. Donc, il m'a convaincu, je suis parti à Djibouti. Donc, j'ai fait 2 ans là-bas. Après, je suis parti même avec un Togolais qui était l'entraîneur de gardien, après de Morena. Oui. Donc, je l'ai fait venir avec Très connu dans le football togolais. Voilà, donc je l'ai fait venir. Donc, j'avais les U20 en fait pour préparer une relève pour l'équipe A. Donc, entre-temps, il y avait la coach de l'équipe nationale féminine qui était partie faire un stage en Allemagne. Et la Mauritanie avait demandé un match amical international avec l'équipe A féminine à Nouakchott. Donc, comme moi j'étais sous contrat et qu'en ce moment, je n'avais pas de compétition en vue, donc ils m'ont dit, bon, comme toi tu es là, tu prends cette équipe féminine, tu les accompagnes, tu les prépares pour aller jouer. C'était le premier match officiel de Djibouti chez les dames avec la Mauritanie. Donc je me suis dit, mais comment ça? Je n'ai jamais entraîné les dames, vous allez me dire. Or, entraîner les femmes, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Je vous jure, les 2 semaines que j'ai fait, oui, pour ma première en 2009, c'est pas possible. Mais c'est une belle expérience. Donc j'ai pris cette équipe, on est parti jouer à Mauritanie, on a gagné 3-1 pour la première fois. Donc on est revenu. Donc après j'ai continué avec mes U20. Après, quand mes 2 ans sont finis, bon, ils ont voulu que je renouvelle. J'ai dit non, bon, je veux rentrer chez moi parce que, vous savez, à un moment donné, quand la distance est longue, surtout quand je vais venir au Mali ou bien à Lomé, il me faut 2 jours de voyage. Oui. Djibouti à 10 où tu vas dormir et le lendemain à 10 Lomé, donc ça va être donc c'est très long. Donc c'est comme ça que j'ai gardé les bonnes relations avec lui. Donc après un moment donné, il a eu des problèmes avec la fédération, il était parti. Donc il m'a dit, coach, si je reviens à la fédération, je veux que tu reviennes prendre les dames pour préparer une relève pour les dames. Tu vas prendre les U17, les U20 et l'équipe A. Donc c'est comme ça c'est venu. Donc j'avais les U17. J'avais les U20 et j'avais l'équipe A. Vous confirmez que diriger une sélection féminine, elle est vraiment laborieuse par rapport aux garçons? C'est diamétralement opposé. Parce que diriger une sélection féminine, d'abord, il faut être patiente. Il faut être très très patient. Parce que les femmes, ce n'est pas la même chose que les hommes. Les femmes, il faut aller à leur rythme. Or, les hommes, souvent, tu peux les dépasser. Or, les femmes, il faut savoir les gérer. Il faut être un psychologue. Oui. Il faut avoir cette patience. Donc je pense qu'avec les filles, ça s'est bien passé, surtout comme je connaissais aussi l'environnement. Oui. Donc je n'ai pas eu de soucis avec ces filles-là. C'est pour cela que vous allez voir, quand on est venu jouer contre Togo, oui, la plupart des joueuses étaient très très jeunes. Exact. Donc aujourd'hui, je pense que c'est une belle génération qui est là-bas qu'on a préparée. Après la parenthèse djiboutienne, vous décidez de déposer vos valises dans votre pays, bien sûr, d'origine, le Togo. Mm-hmm. C'était quoi les motivations à la base? Bon, les motivations à la base, vous savez, on dit d'abord nul n'est prophète chez soi, parce que j'ai beaucoup travaillé à l'extérieur. Bon, les gens me connaissent à l'extérieur, mais au Togo, on ne me connaît pas. C'est mon nom que les gens entendent. Donc je me suis dit à un moment donné, il faut que je revienne au Togo. Pour la parenthèse que les gens ne savent pas aussi, je devais venir au Togo depuis fort longtemps, parce que j'avais eu de bonnes relations avec le président Akovi depuis la CAN 2017 au Gabon. L'actuel président de la fédération. Voilà, et puis M. Pierre Lamadokou qui était l'ancien EG. Oui. On avait de très bonnes relations. Je devais venir depuis en son temps, depuis le moment où Claude Leroy était là. Oui. Donc je pense que c'était des problèmes administratifs qui ont fait que je n'ai pas pu venir. Donc on a gardé cette bonne relation. Donc c'est quand je suis revenu de Djibouti, un soir j'étais là, ça trouvait que l'ASK a été éliminé des tours de cadrage de la Coupe CAF. Oui. Monsieur Jean-Marie Yolo m'a appelé, il m'a dit, bon coach, on veut que tu viennes prendre l'ASK. Donc c'est comme ça, c'est parti. Donc je suis venu, j'ai discuté avec les dirigeants. Donc je peux dire que c'est grâce à l'ASK, c'est l'ASK qui a facilité le boulot à la fédération. Voilà, parce que c'est grâce à l'ASK que je suis venu au Togo. Ça a été un déclencheur. Voilà. Avant l'ASK, y avait-il d'autres propositions sur la table pour vous? Non, non. En ce moment, Jean-Marie m'avait contacté, je n'avais même pas le truc de l'ASK dans ma tête. Mais quand il m'a contacté aussi de venir prendre l'ASK,
Donc je suis venu, j'ai discuté un peu avec le président d'honneur, j'ai vu qu'ils ont un bon projet, donc ça m'a intéressé. Je me suis dit, bon, c'est l'occasion de venir au Togo travailler. Peut-être qu'à travers l'ASK, d'autres portes peuvent s'ouvrir. Vous avez pris en main justement l'ASK, vous avez également fait un crochet au niveau de la sélection nationale à prime. Aujourd'hui, quand il s'agit de faire des propositions, on pourra dire sommaires pour notre football, pour qu'il aille mieux, Jonas Kokou-Komla, qu'est-ce que ça sera? Bon, avant de prendre la sélection à prime, j'ai pris la sélection U20 d'abord. Exact. J'avais les U20, ça a été ma première sélection. Après, il y a eu les A'. Oui. Après, j'ai été intérimaire chez les A avant d'être adjoint. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faudra qu'on mette beaucoup l'accent d'abord sur le football de base. Je suis d'ailleurs content du fait que j'ai vu l'autre jour la fédération a signé un partenariat avec une société pour la compétition U17. Ça, déjà, c'est un premier pas, c'est déjà bon. Parce que la base, c'est comme le soubassement d'une maison. Vous ne pouvez pas construire une bonne maison sans avoir un bon soubassement. Aujourd'hui, quand vous prenez les pays comme le Sénégal, le Mali, le Burkina, la Côte d'Ivoire, ils ont des bonnes sélections des jeunes, ils ont des bonnes sélections A, c'est parce qu'ils ont un bon vivier à la base. Donc moi, je veux que vraiment qu'on mette l'accent d'abord sur le football de base. Déjà, on va commencer avec les U17, déjà c'est bon. Après les U20, et puis avoir de très bons centres de formation. Parce que ces pays ont de bons centres de formation qui produisent, qui fournissent des bons jeunes aux différentes sélections, aux différents clubs. Par exemple, quand moi j'étais au Mali, quand je prends mon cas avec le centre Jamar Guiou, qui était partenaire avec un club là-bas, l'AS Real de Bamako, qui fournissait des joueurs à l'AS Real de Bamako. J'avais 3 joueurs avec l'AS Real qui avaient 17 ans, qui jouaient déjà la Champions League. À 17 ans. Champions League africaine. Incroyable. À 17 ans. Donc tu vois déjà l'expérience qu'il y a. Donc quand il y a des joueurs comme ça qui ont cette expérience, qui sont à ce niveau, donc ça veut tout dire. Donc il faudra qu'on mette beaucoup plus l'accent sur le football de base. Se dire que, bon, maintenant il faut qu'on se qualifie d'abord pour une première fois une CAN cadette, après une CAN junior, et le reste ça va suivre. Coach Jonas Kokou-Komla, la dernière fois vous avez été nanti d'une licence ACAF. Oui, c'est quelque chose qui signifie beaucoup de choses, on pourra dire. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Beaucoup, beaucoup. La licence ACAF, je devrais l'avoir depuis 2017 déjà. Parce que ma promotion, ma génération qui a eu cette licence ACAF, malheureusement ou bien heureusement, quand je devrais aller à la Coupe du Monde en Inde, c'est dans cette même période qu'ils ont commencé les cours pour l'obtention de la licence A. Donc moi, je ne pouvais pas le faire parce que je devrais voyager. Donc pratiquement, c'est la seule génération aussi au Mali qui a eu cette licence ACAF. Ils l'ont eu 2 mois avant moi. Donc ils ne l'ont pas eu en 2017. Ils l'ont eu 2 mois avant moi. Donc je pense que cette licence ACAF, vraiment, il le fallait parce qu'aujourd'hui, vous savez, avec les nouvelles dispositions de la CAF, pour entraîner des clubs de haut niveau, ou bien même les sélections, il faut avoir la licence ACAF. Donc c'était là par l'entremise de l'ancien DTN du Burkina, M. Ousmane Sawadogo, qui était venu ici une fois. On s'est vu, bon, on se connaissait avant. Donc c'est quand il est venu, il m'a demandé, bon, mon problème de licence A, c'est comment. J'ai dit, bon, jusqu'à présent, je suis en train de chercher des solutions, mais je ne trouve pas. Donc c'est en ce moment, il m'a mis en contact avec le DTN du Maroc. Donc quand j'ai contacté le DTN du Maroc, il m'a dit, bon, maintenant, la seule chose qu'on peut te faire, il faut dire à ta fédération de nous écrire. Donc s'ils nous écrivent, on va voir dans quelle mesure on pourra procéder. Donc j'ai approché le président, le SG, M. Hervé Albodan. Donc ils ont fait la lettre, ils ont envoyé. Donc maintenant ils ont dit, ok, d'accord, ils ont accepté, mais d'envoyer mon CV. Donc maintenant, comme ils ont accepté, donc la fédération a profité pour proposer une deuxième place. Bien sûr. Voilà. Donc on était deux. Donc parce que s'ils acceptent, il faut envoyer le CV d'abord. C'est à travers le CV qu'ils vont accepter si tu es éligible ou pas. Donc quand j'ai envoyé le CV, donc ils ont dit qu'il n'y a pas de problème. Donc j'étais éligible. Donc maintenant il fallait payer les frais qui s'élevaient à $2 500, 1 500 000. Ouais. Donc la formation devrait s'étaler sur une année. Donc chaque module, on devrait faire 4 jours pendant 3 mois. Chaque 3 mois, on devrait aller au Maroc. Imaginez un peu les coûts des billets d'avion. Chaque 3 mois pendant une année. Donc il fallait le faire parce que j'avais besoin de ce diplôme-là. Parce que moi, personnellement, je suis quelqu'un d'ambitieux.
Je suis quelqu'un d'ambitieux. Je suis en train de projeter même pour avoir la carte pro. Ah, d'accord. Peut-être l'année prochaine, je vais faire la carte pro parce que j'ai terminé deuxième de ma promotion au Maroc là-bas. Félicitations. Merci beaucoup. Donc, je vais faire la carte pro parce que dans la vie, il faut être ambitieux. Il faut viser loin. Absolument. Donc, moi, je veux vraiment me battre, mettre tous les atouts de mon côté. Tout ça pour peut-être un jour servir encore mon pays, comme je l'ai fait, Oui. ou bien servir en Afrique. Parce que quand j'aurai la licence A Pro, je pourrais peut-être entraîner en Europe. Oui. Donc, j'ai cette ambition. Donc, Dieu faisant bien les choses, vraiment, ça s'est bien passé. On a fait les cours, les modules, donc on a fait l'examen. Mais le problème qui s'est posé, moi, j'ai eu cette chance que par rapport à mon compatriote Ben, Oui. quand on a fini les modules, en ce moment, ça coïncidait avec mon départ pour Djibouti. Donc, je suis arrivé à Djibouti une semaine. Donc, ils ont mis dans notre groupe qu'on devait aller faire l'examen à Rabat la semaine prochaine. Donc, il y avait un souci. Mais ils ont dit que moi et Ben, ils peuvent nous faire par visioconférence. Donc, moi, je me suis dit, bon, faire par visioconférence. Si moi-même, je trouve un moyen pour aller faire ça au Maroc, c'est pas mieux. Donc, j'ai essayé d'expliquer à mon président de fédération. Ils ont accepté. Et ils ont dit qu'il n'y a pas de problème, je peux aller. Bien vrai que je suis arrivé une semaine seulement, mais je peux aller faire mon diplôme. Donc, entre-temps, c'était les mêmes instructeurs qui étaient venus former aussi les entraîneurs djiboutiens pour la licence A. Donc, au moment où je m'apprêtais pour aller à Rabat pour faire ma licence A CAF, l'examen, donc ils ont décidé de venir, de me dire de rester à Djibouti. Ils vont venir me faire l'examen à Djibouti. Et ça s'est bien passé. Donc, j'étais là. Donc, la direction technique, c'est l'occasion aussi, c'est le lieu de remercier la Fédération djiboutienne de football. Ils ont accepté. Donc, j'ai fait mon examen sur place à Djibouti, là-bas. Donc, je connaissais déjà le résultat même avant que ça ne soit proclamé. Donc, voilà. Sinon, je pense que cette licence ACAF, aujourd'hui, c'est comme le carrefour. C'est incontournable aujourd'hui pour les entraîneurs qui veulent faire chemin, carrière dans le métier d'entraîneur. Forcément, aujourd'hui, il faut avoir cette licence ACAF. Et je pense qu'aujourd'hui, au Togo, c'est le problème qu'on a ici parce qu'on a ce déficit de formation. Il faut y arriver. Voilà. Aujourd'hui, on n'a pas de licencié ACAF. Oui. Je suis le seul. Oui. Donc, c'est pas bien parce qu'on a des entraîneurs qui ont du talent, qui ont le niveau, mais dire qu'ils n'ont pas la licence ACAF, que ça nous manque vraiment, c'est pas bien. Mais je pense que les autorités, la direction technique, ils sont en train de revoir ça pour voir dans quelle mesure, parce que ça nous pénalise. Aujourd'hui, si on a des clubs qui sont en compétition africaine, ou bien si on a des sélections qui doivent sortir, maintenant c'est un problème parce que les entraîneurs ne répondent pas aux critères. Donc c'est un peu compliqué. Pour parler justement de ces sélections, toujours pour parler de la Coupe du Monde, il y en a quand même 10 qui ont participé à cette Coupe du Monde. Est-ce qu'il y en a, par rapport aux performances, vous avez des choses à retenir justement de la participation des sélections africaines à cette Coupe du Monde? Oui, il y a des bonnes performances, il y a des mauvaises aussi. Par exemple, lors des phases de poule, nous tous, étant africains, on était contents parce que sur 10, on est parvenu à placer 9, à part la Tunisie. Donc c'est déjà un exploit, c'est déjà quelque chose de... Je pense que c'est la première fois que des pays africains, même quand on était à 5 ou bien combien, souvent même, il y a un seul pays qui s'est qualifié pour le second tour, mais cette fois-ci, on a eu 9 sur 10. C'est déjà bon, ça veut dire que l'Afrique, quelque part, on a progressé. Mais la chose aussi qui n'est pas bonne, c'est lors du tour à éliminatoire direct où on a vu vraiment certaines choses qui prouvent que jusqu'à présent, on a du chemin à faire. Ça nous manque cette maturité, ça nous manque cet impact tactique, ça nous manque cette gestion de match, ça nous manque beaucoup. C'est ça qui fait aujourd'hui, quand vous prenez la Côte d'Ivoire, quand vous prenez la RD Congo, quand vous prenez le Sénégal, ces trois pays ont encaissé à la 86e minute, ont perdu leur match à la 86e minute. Donc ça veut dire que quelque part, jusqu'à présent, l'Afrique a du chemin à faire. On doit travailler, on doit se dire qu'on doit apprendre de nos erreurs en fait. Il ne faut pas qu'on commette les mêmes erreurs. Moi je pense que si on travaille sur nos erreurs, on corrige nos erreurs, l'Afrique a du talent, on a du potentiel. On n'a rien à envier aux Européens. On a tout ce qu'il faut. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'on travaille beaucoup sur les petits détails. Parce qu'on dit la haute compétition a des exigences. Quand tu veux aller loin, dans la haute compétition, les exigences
il faut mettre l'accent sur ça. Les détails, il faut mettre l'accent sur ça. Or, les petits détails, c'est sur ça qu'on a pêché. Manque de concentration, manque de lucidité, la gestion des temps forts, et puis les dernières minutes. C'est sur ça qu'on a pêché. On n'a pas pêché parce qu'on ne sait pas jouer. On sait jouer au football. Mais on a pêché sur l'essentiel. Oui. Donc, je pense qu'on doit corriger, on doit apprendre de nos erreurs, c'est dire qu'il ne faudra pas qu'on commette les mêmes erreurs, revenir très fort encore. Avant de conclure cette émission ou cette interview que vous nous accordez, vous aviez des projets à court terme? Pour un entraîneur quand même qui a son parchemin, qui a tout ce qu'il faut, doit avoir des projets. Je suis là aujourd'hui. C'est pour servir d'abord mon pays, c'est très important, parce que j'ai tout ce qu'il faut. Tout ce qu'on fait à l'extérieur, à l'étranger, c'est pour venir servir le pays. Donc je suis à la disposition du pays, si besoin il y en a. Et aussi pourquoi pas en Afrique, parce que j'ai tout ce qu'il faut pour travailler aussi en Afrique. Je suis disposé, Jonas est là, il n'y a pas de problème. Je suis un être humain, je suis un Togolais, je suis très simple. Donc je suis à la disposition de tout le monde, même à la disposition de New York. Quel sera votre mot de conclusion, Jonas Kokokobla? Bon, merci beaucoup d'abord à New York de m'accorder vraiment cet entretien. Ça me fait beaucoup plaisir parce que ça permet de me mettre en vitrine aussi. Ça permet de me mettre en vitrine. Ce n'est pas donné à tout le monde. Si New York me donne cette opportunité, c'est l'occasion de remercier la direction de la télé, vous-même, M. Angelo, tous les techniciens, tout ce beau monde pour ces quelques minutes passées. Donc je dirais toujours on est là, on travaille pour ce pays. Il faudra qu'on se donne la main. Et puis surtout se dire que l'Afrique a un incroyable talent. Maintenant il faudra qu'on corrige nos erreurs, qu'on se dit qu'il faudra qu'on revienne plus fort dans les années à venir. Jonas Kokokobla, on tient encore une fois à vous dire un grand merci. Merci beaucoup. Et on vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci coach. Merci beaucoup Angelo. Merci pour la disponibilité aussi. Merci beaucoup. Merci. C'est bien fini pour cet entretien que nous a accordé avec sympathie et beaucoup d'enthousiasme. Monsieur Jonas Kokokobla, entraîneur de football. Merci à toute l'équipe technique qui a travaillé autour justement de cet entretien, également toute l'équipe rédactionnelle. On vous donne rendez-vous avec toujours le même plaisir pour retrouver d'autres légendes, bien sûr, du foot togolais, pour parler justement de cette discipline. Merci encore une fois de nous avoir prêté une attention particulière. À très bientôt.